Alors on a appelé ça table ronde, mais c'est pas une table ronde. C'est surtout pour favoriser la discussion et échanger avec vous, même si on a fait les questions au fur et à mesure. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on n'a pas préparé spécifiquement de questions pour les panélistes, voilà, qui adorent ça. Ils sont pas du tout prêts. Voilà. S'il y a une première question dans la salle, je prends. Sinon j'en ai. Mais si vous voulez. Ah ben vas-y. Merci. J'avais une question pour Terena, que j'avais en tête tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de la poser. Vous faisiez la rétrospective là, sur les 15 dernières années et vous avez cité le sans antibio, qu'à l'époque, ce n'était pas si évident et que vous avez failli vous faire engueuler même en proposant l'idée. Et je pense qu'à l'époque, parmi les craintes, on en avait identifié deux, c'était que le consommateur fasse l'amalgame, que ce qui n'était pas étiqueté, du coup, soit avec des antibiotiques. Et la deuxième crainte, c'était que ce sans antibiotiques devienne le standard de demain. Et est-ce qu'avec du recul, ces deux craintes étaient fondées ou vous n'avez pas identifié qu'elles étaient fondées ? Ouais, je pense que vous avez une partie de la réponse. Je me souviens effectivement de débats épiques quand on a... je pense que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de Carrefour qui a dû avoir à peu près les mêmes que nous. Quand on a sorti la mention sans antibiotiques, c'était effectivement très compliqué. Il y avait une très grande crainte côté profession que ça jette l'opprobre sur le reste. Bon, en fait, le consommateur, lui, il ne raisonne pas comme ça. Il a une proposition, elle est différente. Elle a un niveau de prix qui correspond aussi. Il fait le choix, c'est pas pour ça qu'il n'achète plus le reste ou qu'il le perçoit différemment. Donc, la mention, elle existe toujours. Je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui se pose la question de sa légitimité ou pas. Et pour moi, elle était hyper importante pour aussi mettre en valeur le travail des éleveurs. Et on ne l'avait pas démarré en porc, on l'avait démarré en lapin, qui est une production quand même extrêmement difficile en termes d'élevage. Et c'est les producteurs qui avaient décidé eux-mêmes d'aller vers un zéro antibiotique, en disant, on est sur une production, alors à l'époque, qui était encore en cage, en disant, si on ne bouge pas, c'est notre profession qui est remise en cause, on se donne le défi ensemble d'arrêter l'usage des antibiotiques. Et ils ont réussi. Puis un matin, ils viennent nous voir, puis ils nous disent, c'est super, mais on est tout seul à le savoir. Donc je trouve qu'il y a aussi une vertu pour que le monde agricole bouge, c'est qu'on aille le valoriser et qu'on le raconte de façon le plus simple et le plus compréhensible possible. Donc la mention fonctionne. Après, elle ne porte pas tout un référentiel et tout un travail. Donc elle peut être l'expression, il faut aussi être sérieux sur tout le reste des points du bien-être. Il ne faut pas faire que ça. Donc pour moi, c'est plutôt une mention efficace. Est-ce qu'elle est aujourd'hui appliquée à l'ensemble des métiers ? La réponse est non. Et je pense qu'on est aussi très bien dans la logique de segmentation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un produit standard, réglementaire, et il y a des produits mieux-disants, avec des niveaux de valorisation supérieurs qui permettent de mettre en œuvre des pratiques différentes. Et tant que c'est lisible pour le consommateur, ça se passe plutôt très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Alors, d'après toutes les conférences de cette journée, on constate que le bien-être animal est coûteux. Il est coûteux parce que la mise en place dans les exploitations est compliquée. Il est coûteux pour le consommateur qui doit payer plus cher. Il rend aussi parfois le travail plus difficile pour l'éleveur, plus de boulot, plus d'entretien. Parfois même, il est moins rentable si on réduit la densité, par exemple, donc perte d'argent. Donc ma question, c'est on fait quoi ? Je pense que notre responsabilité envers les animaux va au-delà de tout ça, mais néanmoins, ça reste très compliqué. On leur impose un environnement artificiel qui ne leur convient pas forcément. On contrôle leur vie, on leur impose la mort. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, mais tout ça pour dire qu'on a une responsabilité envers eux sur la vie qu'on leur impose. Et donc, comment on fait ? Est-ce qu'on n'est pas finalement bloqué ? Enfin, comment on va dépasser tout ça ? Eh ben,
Enfin, si j'étais un peu direct, je vous répondrais, et vous, qu'est-ce que vous faites, quoi? Mais je vais pas faire ça. Mais, non, mais attendez. Parce que ici, justement, ce qu'on essaie de faire, moi je vais répondre pour le LIT, hein, voilà, je pourrais répondre pour l'INRA, mais je laisserai Jean-Louis répondre s'il veut pour mon institut, enfin celui qui me paye. Le pari qu'on a fait dans le LIT Ouest-RL, comme ça a été un peu dit par plusieurs acteurs, c'est de mettre les acteurs autour de la table pour essayer d'arriver à des solutions qui ne sont pas l'optimum pour tel acteur ou tel acteur, mais qui sont des compromis qui au moins sont acceptables pour avancer vers des voies de progrès. Nous, ce qu'on fait après, c'est qu'on a fait des référentiels, on a eu des difficultés, mais on continue, on est conscient des limites, mais on essaie d'avancer. Je pense qu'un grand mérite de l'initiative, c'est que tous les acteurs se parlent de façon franche, mais toujours en respectant le voisin. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et après, nous, comment dans le LIT, on utilise, en fait, par exemple, tout ce qui est dit dans le référentiel, etc., c'est qu'après, on se dit, là, il y a un verrou qu'il faut essayer de lever. Et qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font des choses, donc il ne faut pas refaire ce que d'autres ont déjà fait, mais en capitalisant sur ça, comment, en fait, on avance et on essaie de mettre en œuvre des solutions et de les implémenter dans les élevages, dans les abattoirs, peu dans le transport, mais enfin on fait aussi quand même dans les abattoirs. Et c'est pour ça que c'est dur et que c'est une épreuve de longue haleine. Alors il y a beaucoup de gens qui peuvent dire oh, ça va pas si vite ou ça va trop vite, etc. C'est le principe du compromis. Non, je continue quand même, mais voilà, parce que de toute façon je peux être hyper têtu, donc je peux continuer. Là, ça c'est clair, voilà, ils le savent quoi. Mais du coup, je trouve que, je vais le dire franchement, l'attitude de dire mais qu'est-ce qu'on fait, voilà, justement, ce qu'on peut faire ici, grâce aussi aux ressources qu'on a eues par la Banque des Territoires et par les conseils régionaux et par les cotisations des membres, c'est justement d'essayer de trouver des voies de progrès qui soient le plus partagées possible et qui essaient de progresser. Voilà ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin des compétences sur l'ensemble en fait, des dimensions, alors des chercheurs, des associations, des gens qui vendent, qui achètent, qui produisent, qui financent, etc. Et c'est pour ça que toutes les bonnes volontés sont bienvenues, à condition qu'elles partagent en fait l'objectif que c'est ensemble qu'on arrivera à faire progresser les choses, même si on n'est pas toujours d'accord sur le point final sur lequel on veut arriver. Et en fait, on est résolument positif. Voilà ce qu'on essaie de faire. Sinon, moi maintenant je suis vieux, hein, je pourrais aller à la pêche, hein, voilà. Et je serais peut-être mieux à la pêche. Voilà. Après, les poissons à Perros-Guirec, ils seraient peut-être pas contents, enfin, bien que j'en attrape aucun. Donc voilà. Mais en fait, je pense vraiment, c'est un peu ce qu'a dit Christophe, quoi. L'agriculture, elle fait face à des milliards de défis. Bon, ils sont très très compliqués. Alors, soit on peut dire je bouge pas, soit on peut tirer des plans sur la comète et comme ça on va tuer petit à petit tout le monde. Voilà. Et en fait, ce que nous on essaie de faire, c'est en co-construisant ensemble qu'on va essayer de sortir, je ne dirais pas un gros mot, mais quand même presque dans lequel nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Alors, quand on disait non, mais il y a des solutions. Hein. On y arrive quand même. Ce qui est important, c'est tout le travail qu'on peut faire de co-construction, de partage, et à chaque fois de pouvoir le valoriser auprès du consommateur à une valeur juste. C'est tout ça l'enjeu. C'est qu'en effet, si on n'arrive pas à le communiquer, à le valoriser auprès du consommateur, c'est peine perdue, il ne sera pas vendu, et donc on aura mis une filière à mal derrière. Donc, tout le travail qu'on fait, nous, par exemple, sur les filières, on essaie de cranter progressivement pour proposer des items qui sont accessible pour le consommateur et il est prêt à les acheter à un moment donné, il est capable de le faire. Mais il faut qu'en effet ce soit raisonnable. Si on lui annonce de but en blanc il faut arriver à plus 30, ben non, là c'est pas possible, je bug. Déjà que je me prends un caddie à plus, 20% de mon caddie, mon caddie est 20% plus cher, je vais pas acheter des produits qui coûtent 30% pour répondre au bien-être animal. Donc ça doit se faire progressivement et c'est ça aussi, le sujet, c'est que quand on monte des filières, ça ne peut pas être tout blanc ou noir. Il faut qu'on arrive à valoriser cette phase de transition pour
accompagner. Aujourd'hui, le bio le fait très bien. Il y a des démarches qui permettent de dire je suis en transition, je suis pas bio, mais je vais vers le bio. Et là, aujourd'hui, sur le bien-être animal, il n'y a pas ces démarches-là. C'est-à-dire que c'est tout blanc ou tout noir. Vous êtes dans le bien-être animal ou vous êtes en dehors du bien-être animal. Et on ne valorise pas le travail qui est fait. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que vous allez mettre en place des choses, vous n'allez pas pouvoir le communiquer aux consommateurs parce que peut-être que tous les éleveurs ne sont pas prêts, etc. Et il n'y a pas de phase de transition et de prime, on va dire, au progrès. Et c'est ça un peu le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à communiquer sur ces phases de transition pour emmener le consommateur vers une histoire. Quand vous achetez ce produit-là, vous contribuez à la transition du modèle agricole. Mais si on attend que tous les produits soient en effet à un niveau de bien-être optimal, pour pouvoir le communiquer et le commercialiser, c'est peine perdue. On en aura perdu la moitié au niveau des éleveurs et puis les consommateurs seront aussi perdus. Donc il faut qu'on enclenche une dynamique. Et ça, aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens de communication pour valoriser cette transition. Juste, je pense, mais ça a déjà été dit plein de fois, qu'il faut que ce soit collectif, mais au-delà de nos frontières. Mais bon, je pense que c'est un petit peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que, enfin, je ne veux pas redire le mot compétitivité, mais à un moment, quand même, c'est super important. Sinon, ce qu'on va perdre avec ce manque de compétitivité, on ne le récupérera pas. On sait que dans les filières animales, c'est tellement difficile de récupérer ce qu'on a perdu. Donc voilà, c'était juste... Et puis, il faut quand même me dire, on ne travaille pas si mal en France aussi. Hein. Et on est dans une démarche de progrès. Je pense qu'on sait ce qu'on a à faire. En fait, on sait les sujets qui sont à traiter. Et en plus, je pense qu'entre associations et professionnels, on arrive à bien les identifier, voire à définir les solutions. Donc, parfois, sur certaines productions, on arrive à bien le gérer et à bien le traduire économiquement. Je prends l'exemple de la filière œuf. Je vous assure que cette filière est en train de se transformer à 100% sur toute la production française. Ça ne fait pas de bruit. C'est des centaines de millions d'euros d'investissement qui sont en train de se faire pour transformer le modèle d'élevage. Parce que finalement, on a trouvé les solutions techniques pour qu'à la fin, sur le produit, le surcoût, il soit acceptable et que le consommateur soit un allié. Sur le poulet de chair, je pense qu'on n'y est pas encore. On a des sujets, je regarde Agathe, mais elle les connaît. Je pense que si on veut pousser plus loin sur les modèles bien-être, il faut peut-être descendre d'un cran sur certains points. Donc il y a des sujets techniques pour arriver à trouver le bon compromis. Sur le porc, c'est plus compliqué. D'ailleurs, on a bloqué sur le porc, parce que tout de suite, les changements, ils génèrent des coûts, des investissements. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'offrir la sécurité à l'éleveur qui le fait, ou marginalement. Alors, soyez en passant, il y a quand même des éleveurs qui le font, hein, pour dire la motivation... et l'envie de changer. Moi, le seul point, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on sache, sans se cacher derrière notre petit doigt, aborder ces sujets-là dans la co-construction. En se disant, nous, on n'y arrive pas. Est-ce que d'un côté, on peut faire un pas sur le référentiel et le bouger légèrement pour qu'on puisse continuer à progresser, ou est-ce que chacun campe dans ses positions et on ne fait plus rien? Là, je pense c'est le moment charnière où on doit arriver à ce degré de pragmatisme, et je maintiens que j'ai toujours plutôt trouvé côté anglo-saxon. Là, on a tendance à retrouver notre petit côté franchouillard de temps en temps. Donc voilà, c'est entre nos mains, en fait. C'est juste entre nos mains. Et je ne dis pas qu'on transformera toutes les filières à la même vitesse, mais on peut progresser de façon significative sur le sujet de l'animal. Et je pense que vous abordez le sujet de la jeune génération demain et de la perception du bien-être animal. Un jeune qui devient agriculteur demain, il est imprégné de ce sujet-là. Voilà, après, c'est son métier, c'est son argent qu'il investit, il faut qu'il sorte un revenu. Donc il sera volontaire. À nous de trouver les solutions et à nous de trouver les bons réglages. Je ne vais pas rajouter, parce que je ne suis pas sûre que la question m'était adressée particulièrement, mais il y a quelques outils qu'on essaye de développer et ils ont été présentés en partie, et l'étiquetage bien-être animal en fait partie, un outil qui sert justement à accompagner des marges de progrès, mais aussi informer. Sur les œufs, il y a eu l'étiquetage, vous mentionnez la filière œuf, l'étiquetage a été réglementaire. Il a été sur un critère, enfin plusieurs critères, mais au sein d'une information sur le mode d'élevage, qui en soi est une partie d'un critère.
c'est une façon, ça a été une façon, et on ne peut pas vraiment dire qu'il était très transparent, très clair pour le consommateur, mais ça a permis derrière d'accompagner les opérateurs aussi. Ça a permis aussi de mobiliser avec de la carotte, du bâton, et finalement de se parler parfois indirectement et parfois avec certains acteurs. C'est vrai que nous, comme les associations qui portent l'étiquette bien-être animal, que je cite, parce que c'est important, il y a la LFDA, donc Louis n'a pas pu être présent malheureusement, mais il y a Tiffany dans la salle. Il y a également Wellfarm qui est présent ici. Et il y a, Tiffen, c'est l'OABA, pardon. Il y a également sur la LFDA, mais l'OABA par Tiffen. Donc on est plusieurs associations qui essayons d'apporter ce dialogue qui est loin d'être simple, qui est un peu décourageant quand on voit certaines tendances. Et je pense qu'il est important j'espère qu'on va pouvoir le travailler, qu'on travaille sur l'environnement alimentaire, au-delà du consentement à payer, qu'on arrive à aller au-delà, parce qu'il y a clairement des leviers, parce que c'est notre but ici, c'est de chercher ensemble des leviers. En tout cas, nous c'est un des objectifs pour nous, c'est WF. Chercher ensemble des leviers. Parmi ces leviers, il y a le travail sur la consommation et l'environnement alimentaire qui ne s'arrête pas uniquement à une étiquette sur un produit, même si ça fait partie du tout. Mais il y a vraiment plus largement à le travailler. Je crois qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent qu'il faut aller sur ce terrain-là, et c'est le travail que va mener le LIT en partie sur certains aspects. Eh bien, c'est la question que j'avais, mais je vais poser quand même ma question, parce qu'en fait, j'ai une partie de la réponse, mais j'aimerais bien entendre la réponse des autres. En fait, c'était comme on a un contexte contraint d'un point de vue économique, et qu'à un moment donné, on parle effectivement de valorisation produit et donc de consentement à payer. Si on se dit, la situation étant celle qu'elle est aujourd'hui, avec le bilan de consommation, si on a un levier prioritaire, ou si vous deviez citer un levier prioritaire, donc tu en as cité un, donc c'est bon, mais si chacun vous deviez en citer un sur lequel on peut appuyer ou qu'on peut actionner pour continuer à être dans le mouvement qu'on souhaite, vous prendriez ou vous citeriez lequel de levier en priorité? Juste. Moi, je pense que le levier principal, ce serait aujourd'hui d'être capable d'avoir un étiquetage qui valorise très fort le niveau C, avec un niveau de prix qui soit compatible avec des volumes importants. En d'autres mots, revisiter le cahier des charges pour s'assurer qu'on reste dans un niveau de prix acceptable par le consommateur pour faire sa bascule de choix. Et on sait qu'en gros, le surcoût par rapport à un produit standard, c'est 15%. Voilà. Si on est à 15%, on sait que le choix peut se faire. On sait que si on est à 20%, on va diviser par 2 le volume. Donc je pense qu'il faut revisiter l'étiquetage au sens de valoriser très fort les efforts qui sont faits sur le C, parce que paradoxalement, c'est là où se font plus gros efforts, et avoir le niveau de prix lié au cahier des charges qui va avec. Si on fait ça, on démultiplie l'action. Si on ne le fait pas, on stagne et on est bloqué. Pour moi, c'est l'effet de masse. Enfin, c'est les volumes qui seront là pour, en effet, économiquement, que ce soit acceptable pour le consommateur. En effet, il y a besoin de segmenter, mais quand on veut faire du niveau C, il faut que ce soit le plus large possible, sinon on n'y arrive pas. C'est économiquement pas viable pour les agriculteurs. Et après, derrière, on n'arrive pas à répercuter les coûts. Donc il faut qu'en effet, la base soit la plus large possible. Et en effet, on n'est pas très loin dans le niveau C qu'on peut avoir à date, enfin, dans les produits qu'on peut avoir à date. Si on bascule en niveau C, en effet, on franchit un cap auprès du consommateur et il y a un décalage prix. Donc c'est comment on peut en effet limiter ce décalage prix, notamment parce que la densité, on arrive à la gérer. Et je pense qu'en effet, c'est plutôt la souche qui pose aujourd'hui un peu problème, on va rentrer dans le détail, mais qui nous handicape et on n'arrive pas à franchir ce coup. Et c'est un peu tout le sujet des solutions qui peuvent être envisagées, de qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions alternatives ou qui répondent encore aux critères de bien-être animal. Mais à un moment donné, si on ne franchit pas ces caps-là, on n'arrivera pas à déployer massivement. Et c'est la volonté de tout le monde. Je pense qu'en effet, on veut pousser le bien-être animal. Mais si on n'a pas ces ressorts technologiques ou ces outils, économiquement, ça ne passe pas.
Oui, alors ma question, elle est liée aux consommateurs. Là, on parle des consommateurs, le particulier, mais quid de la restauration collective, en fait? Est-ce qu'on a des incitations, que ce soit politiques ou autres, pour justement aller vers ces labels ou aller vers cette consommation de produits intégrant le bien-être animal? Au niveau de la restauration hors domicile, alors de ce que j'en connais, hein, mais peut-être que vous connaissez davantage, mais label, j'irai peut-être pas forcément jusque-là, mais en tout cas, là, il y a une injonction très forte sur l'étiquetage. Il faut que ce soit appliqué. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'origine. Après, sur l'étiquetage bien-être animal en restauration hors domicile, je suis pas convaincue. Il y a un travail en cours. Ouais. Ouais. Bon, bah alors. Je pense que l'ensemble des injonctions des pouvoirs publics sur les achats, notamment sur les produits à la fois publics, mais aussi la restauration qui bouge, qui a besoin de créer de la valeur sur le convive, en fait, sur les plats, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Pour peu qu'on ait là, du coup, un point de repère au client qui soit clair et qu'il puisse, lui, le répercuter à son donneur d'ordre. Donc, je ne devrais pas dire ça devant des distributeurs, mais je pense que la restauration évolue plus vite aujourd'hui que la distribution, qui, elle, a un vrai sujet économique à traiter. Il y a de vraies opportunités sur la restauration. Ils partent de plus loin. Ils partent de plus loin. Mais du coup, ils nous offrent plus d'opportunités de développement. C'est ça, mais ils partent de plus loin. Parce que la question, enfin, les gens qui étudient... parce qu'en fait, à la restauration collective, ils ne sont pas là, donc c'est toujours un peu délicat de dire c'est lui, quoi. Derrière, il y a un consommateur. Hein, oui, voilà. Et en fait, qui quand même a des influences, y compris sur les acteurs de la restauration collective, y compris sur ceux de la restauration publique. Et je pense que pour moi, c'est la même chose que ce qu'on dit avec la distribution, où on travaille sur les marchés aussi, c'est la même chose, quoi. C'est le choix du consommateur. Qu'est-ce qui fera qu'il changera, étant donné sa contrainte de revenus qui reste là, quoi. Voilà. Et en restauration collective, idem, quoi. Et donc la question, c'est est-ce que les collectivités, à différentes échelles, sont en capacité de financer un peu plus? J'en suis pas sûr, vu les finances publiques, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on croit. Et c'est vrai dans beaucoup de restaurations collectives, mais c'est pas vrai parce que... Enfin, c'est pas vrai. Je peux vous donner après des travaux de gens qui étudient ça, parce que le consommateur en restauration collective, alors il y a les enfants, ça c'est un peu différent, mais en tout cas pour les adultes, il a un choix énorme de substitution, c'est de ne pas manger dans le restaurant administratif. Et donc il s'en va, hein, et il va ailleurs. Et donc il y a beaucoup de travaux, alors peut-être pas en France, qui ont étudié ça, et justement, quand il y a des possibilités de substitution, où il peut aller ailleurs, quoi, en gros, du coup, le restaurant administratif a un comportement différent que quand il est en situation d'être tout seul, donc d'être un monopsone en fait sur le marché. Après, les cantines scolaires, je ne sais pas. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même un vrai enjeu à identifier et à faire connaître, enfin, en tout cas mieux proposer, offrir en restauration des réponses pour l'enjeu du bien-être animal. C'est encore, et on le voit avec certains acteurs alors c'est de la restauration collective publique, mais il y a aussi des acteurs du privé qui, eux, s'engagent pour la restauration collective de plus en plus. Hein. Hier, on a encore une fois décerné un trophée à Compass. Donc il y a des acteurs du privé aussi qui ont peut-être plus la voilure pour pouvoir le faire. Mais il y a aussi l'enjeu de faire informer, quoi. Informer, encore et une fois, toujours informer sur l'enjeu de bien-être animal qui est souvent encore très mal perçu, surtout dans un certain créneau.
Et il me semble que dans les marchés publics, il y a quand même vraiment de la marge. Je crois que Wellfarm a un travail là-dessus qui est plutôt positif, mais c'est hyper long, c'est hyper complexe. Donc je pense que l'information à ce niveau-là reste utile. Et puis en restauration commerciale, qui reste quand même la grande masse, et puis celle qui augmente, hein, quand même en termes de consommation, de viande notamment, de certaines viandes en particulier. Là, il y a aussi tout un travail et il y a un intérêt de certaines grandes enseignes, mais peut-être c'est plus difficile pour certaines qui sont moins visibles, moins premières, des grossistes notamment, des intermédiaires, plus difficile parce qu'ils ne sont pas aussi en première ligne. Donc, voilà, c'est compliqué, juste quelques éléments. Après, je veux juste te dire, on n'a pas la même attitude en tant que consommateur qu'on est dans un rayon de supermarché ou qu'on est dans un restaurant. Vous demandez déjà rarement l'origine des produits. Vous ne posez pas trop de questions, alors que dans un rayon, vous posez toujours la question de dire « Ah bah c'est pas français, je prends pas » ou « Je prends parce que c'est français ». Donc on est le même consommateur. Donc à un moment donné, on est très exigeant quand on achète les produits. On est peut-être parce qu'on n'a peut-être pas non plus l'information, mais on ne va pas chercher non plus l'information. Donc on est aussi fautif là-dedans, nous en tant que citoyens, de ne pas aller chercher l'information et d'être exigeant. Maintenant, aujourd'hui, un poulet sur deux est importé en France. Donc il faut bien en effet qu'il y ait des débouchés, et surtout en restauration. Donc, mais on a aussi encore une part de travail à faire, hein, parce que plus le produit est élaboré chez nous, moins le consommateur va se poser des questions. Ou se pose des questions. Donc on a un vrai travail aussi à faire sur les produits élaborés, sur cette partie-là, quoi. Je voulais donner un petit peu mon avis quant à la restauration collective. J'ai récemment fini un stage justement autour du gaspillage alimentaire dans la restauration collective au niveau de la communauté de communes des Côtes d'Émeraude. Et justement, la question de la qualité est un vrai sujet sur lequel il faut, de ce que j'ai remarqué, il faut s'emparer. Alors ça ne vient pas forcément des consommateurs, mais plutôt du coup des lois, Egalim, etc., qui imposent justement, alors pas aux consommateurs, mais du coup j'allais dire aux restaurateurs, d'avoir du coup des produits de qualité, durables, bio, donc tout ça, donc au moins de qualité et locale. Et après il y a donc c'est 50%, dont 20% de bio. Et justement il y avait des questions et des problématiques là-dessus. On en a évoqué un petit peu tout à l'heure sur les PAT, justement. Il n'y a pas trop de sujets, il n'y a pas de communication entre les PAT et justement ce côté bien-être animal, etc. C'est assez flou, alors qu'il y a justement dans la communauté de communes, c'est un PAT, donc avec une notion agricole. Et je pense qu'il pourrait y avoir des choses à mettre en place s'il y a une discussion qui peut se mettre entre vous, notamment, alors du coup je vais finir là-dessus, mais sur la question, on avait émis une question sur le fait que la restauration collective au niveau des approvisionnements pourrait être une substitution à la production liée aux habitants du territoire. Enfin, qu'il y ait un vrai problème d'export, d'exportation, alors pas étrangère, mais entre l'approvisionnement local lié aux habitants et qui se transporte en fait sur le collectif. Peut-être juste un complément sur la restauration, parce que pour moi, il y a un énorme potentiel sur la restauration. J'entends beaucoup parler des PAT, on est associé parfois à certaines réflexions. Pour pouvoir introduire des produits mieux-disants en qualité, que ce soit sur le bien-être ou sur d'autres critères, il faut changer les recettes. Pourquoi ? Parce que si vous faites que du filet de poulet, ça ne marche pas. Donc il faut travailler sur ce qu'on appelle les équilibres matières. Alors, c'est un vocabulaire un peu technique par rapport aux filières, c'est-à-dire en gros, vous avez un surcoût à l'élevage, vous pouvez en absorber une grande partie si vous vous évertuez à valoriser toutes les pièces du poulet. Et donc il faut changer les recettes, donc il faut changer les pratiques dans les cantines. Quand vous faites ça, tout d'un coup l'équation économique devient beaucoup plus absorbable au niveau du fonctionnement. Et nous, on bute 9 fois sur 10 sur ça. Donc pour moi, il y a à la fois donner des repères
à la restauration, qui lui permettent de faire ses choix, faire en sorte que ces repères soient légitimes par rapport à tous les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, et encourager à retravailler la cuisine pour pouvoir travailler sur ces équilibres. Si vous faites ça, tout d'un coup, les solutions deviennent limpides et possibles. Et on le met en œuvre, et ça marche. Et je peux vous assurer que vous faites changer très fortement, alors d'ailleurs, et la diversité alimentaire et l'équation économique. Mais aujourd'hui, on bute sur, parfois, j'allais dire, la compétence des équipes, les habitudes sur les recettes, et ça ne marche pas. Et on peut taper du pied autant qu'on veut, au bout d'un moment, l'équation économique existe aussi pour une cantine ou pour un restaurant, donc s'ils ne trouvent pas l'équation, ils ne bougent pas. Donc là aussi, à un moment, c'est quand on trouve l'association entre les deux, le modèle économique pour le client et le travail et les repères sur le bien-être animal, je peux vous assurer qu'on a encore un énorme levier d'évolution. Mais il faut travailler les deux en même temps. Sur un petit point. Dans le LIT, on travaille avec des PAT. C'est pas simple, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, comme rien n'est simple dans la vie. Mais on travaille, on essaie de progresser, de voir comment on peut... Parce que PAT, souvent, c'est... Je vais simplifier et caricaturer. Donc voilà, je préviens. PAT, souvent, c'est légumerie. Ça serait... Voilà, tac. Très bien, j'ai rien contre les légumes. Mais... Et donc, du coup, il faut discuter avec les gens, les habitants, les élus, etc. Et c'est ce qu'on fait, parce que dans le LIT, on a 3 territoires pilotes, un dans chaque région, sur lesquels, en particulier, on travaille ça, y compris... par exemple, dans la communauté de communes du Crèze-Braise, ici, en Bretagne, avec un abattoir communal. Voilà. Mais après, eux se posent des questions aussi par rapport à leur PAT. Donc c'est bon. Mais bon, on progresse. Moi, c'est pour changer un petit peu de sujet. On a parlé de compétitivité. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre aussi la parole pour mettre, de façon négative, pour... moi, ce qui m'inquiète en tant qu'éleveur, c'est que je vois bien, quand on se compare à certains pays, les coûts de production ne sont pas les mêmes. On a des différentiels qui sont conséquents. Par contre, eux, ils ont encore le droit d'utiliser des antibiotiques que nous, ça fait 10 ans qu'on n'a plus le droit. Il y a des conditions sociales qui sont dégradées, des conditions d'élevage qui ne sont pas là. Et est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas aussi intérêt pour garder notre niveau de production européenne, J'ai déjà échangé avec des gens qui faisaient des appels d'offres et souvent c'est les hors UE qui gagnaient, mais ils achètent quoi? Et quelque part, est-ce qu'on n'a pas intérêt à reparler qualité de l'alimentation et remettre le produit au centre de nos discussions? Oui, on va répondre. Enfin, non, mais blague à part, voilà. Après, je laisserai les autres. Je vais dire sur ce point-là, parce que c'est un point qui revient très très souvent dans les échanges, dans les discussions, je veux dire, voilà. Il y a des pays qui font aussi très bien les choses, voilà, et qui sont très compétitifs. Je pense que nous, nous, Français, voilà, ce qu'on a du mal, et quand on discute au niveau européen à trancher, c'est que par rapport à d'autres, on a une hétérogénéité des exploitations qui est beaucoup plus grande que beaucoup de voisins. Et on a beaucoup encore de petites exploitations qui souffrent, alors ça c'est clair, voilà, mais en fait qui font pas la production, qui font pas la masse de la production. Et on a toujours cette difficulté-là. On veut à la fois défendre, on veut être compétitif, mais en même temps avoir des exploitations et territoires. Je comprends, c'est pas ça que je veux dire, quoi. Et il y a d'autres qui ont fait d'autres choix, beaucoup plus forts, et qui du coup, je dis pas que c'est bien, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voudrais dire, c'est quand on est à discuter avec des étrangers européens, c'est plus simple pour eux de donner leur position. Alors que nous, on est toujours à vouloir défendre. Après, je n'ai pas la réponse, quoi. Et donc, par exemple, sur le fait que certains autorisent, d'autres... Voilà. Ce que demandent en fait les chercheurs depuis X années sans jamais avoir le résultat, c'est à la Commission et aux États membres de fournir la liste de ce qui est autorisé chez l'un, interdit chez l'autre, etc., de telle façon qu'on puisse comparer. Et bien ça, on n'a pas.
Et personne ne veut le faire parce que chacun se dit ouh, ça peut m'embêter, voilà. Et du coup, ça veut dire qu'on est toujours sur des exemples. Après, je dis pas que les exemples sont faux, hein, ben, tu sais aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Mais je trouve qu'une voie de progrès qui dépasse le bien-être, hein, serait qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qui est autorisé chez les uns et ce qui est interdit chez les autres, pour qu'on ait cette base de comparaison qui permette une discussion plus sereine demain. Parce que sinon, quand tu dis ce que tu dis, par exemple, avec d'autres pays, ils te renvoient comme un boomerang quelque chose que eux ont interdit et pas toi. Et du coup, tu t'avances pas. C'est comme il faut essayer de progresser sur ce sujet-là, et la meilleure manière de progresser, toujours, c'est d'avoir l'information exhaustive, ou au moins aussi exhaustive que possible. Oui, moi je voulais juste rajouter que il y a aussi dans d'autres pays européens, et nous on est assez européens, internationaux, mais assez implantés au niveau européen, et comme avec un certain pragmatisme anglo-saxon. Ça fait quand même aussi des années que certains pays ont assumé, y compris politiquement, mais pas que, y compris économiquement, et enfin des acteurs. Ils assument l'enjeu bien-être animal. Alors on a peut-être un peu de retard à l'allumage, mais il n'est pas trop tard pour le faire. Mais il y a quand même. Alors peut-être que je suis. Je dis pas que c'est le tout de l'équation, hein, mais il y a quand même aussi l'idée que en bien-être animal en France, on a quand même du mal à l'assumer comme étant un atout. Il faut que tout le monde soit absolument pareil. Si on se différencie, c'est que l'autre est pas bien, alors que, comme l'a dit Christophe, c'est pas le cas sur d'autres enjeux. On peut ne pas être parfait, on n'est pas pour autant la risée. Donc c'est assumer en fait pragmatiquement des petits pas, des moyens pas, des plus grands pas, et qu'il y ait une valeur qui soit aussi un peu proportionnelle par rapport à ces différents pas. Je pense que ça, c'est un point qui quand même pourrait faire une différence. Juste préciser, en termes de bien-être animal, la surtransposition, la France, elle n'est pas championne, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un domaine sur lequel on peut, je vais pas ouvrir un débat, hein, mais on ne peut pas dire qu'on soit spécialement, qu'on ait fait de la surtransposition, comme c'est le nouveau mot, sur le sujet du bien-être animal, qui nous place dans une telle situation que, en gros, on fait les choses super bien, mais on le dit pas, on ne le valorise pas et on ne le met pas en équilibre. En réalité, sur le sujet du bien-être animal, je ne dis pas que c'est le cas pour les autres sujets en élevage, mais sur le sujet du bien-être animal, c'est pas là où on est. Et ça rejoint un peu ce que disait Hervé. Les autres pays sont quand même assez bons. Ouais, et je suis d'accord. Alors, il y a un sujet, peut-être, on en a parlé tout à l'heure, en France. Alors, si on compare la taille des exploitations, par exemple, les indicateurs clés, je pense qu'à un moment, ce qu'il faut arrêter de s'interdire, et je le disais tout à l'heure, c'est l'agrandissement. Clairement, on peut faire plus de bien-être animal en étant plus grand. Enfin, je pense que c'est clair, en atteignant une taille critique, et du coup, en atteignant aussi une taille de compétitivité justement recherchée. Enfin, et ça, les freins à l'agrandissement posent deux problèmes. Le problème, c'est qu'on va avoir de moins en moins d'éleveurs, donc si jamais on n'arrive pas à grandir, on produira moins. Et en plus, avec la dédensification, on produira encore moins que moins. Et deuxièmement, quand on regarde les voisins, alors je ne dis pas qu'il faut les prendre comme exemple, mais c'est sûr que arrêtons de dire qu'on a des élevages trop industriels, parce que quand on regarde les voisins, on est quand même assez loin de la taille des voisins, et on est capable de faire de l'écologie et du bien-être animal en étant plus grand. Ça, j'en suis archi convaincue, et je pense qu'ici tout le monde peut l'entendre. Mais on va être confronté au citoyen qui n'est pas prêt de l'accepter. Donc on a un vrai sujet quand même de fond, quoi. C'est que passera par la connaissance des indicateurs clés et la pédagogie. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'un grand fait moins bien, mais qu'un petit fait moins bien non plus. Il n'y a pas de lien entre... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de la recherche, parce que c'est ça que je sais un peu, entre la taille et bien-être. Alors, après, il y en a qui font moins bien, etc. OK. Et du coup, la question, je pense que pour nous, ça rejoint le point un peu de Pascal, c'est la France, elle a ce problème de coexistence de différentes tailles d'exploitation.
Et je pense qu'il faut aussi soutenir les petites exploitations, mais sur d'autres objectifs, je pense. Voilà. Et il y a des schémas, après tout, pour faire ça dans la PAC, etc. Et ça rejoint à quelle vision on veut, en fait, du secteur agricole. Hein? Et j'en profite pour dire que c'est un Ah sujet bah si qu'on tu va... fais pas, ouais. Pardon. J'allais dire, j'en profite pour dire que c'est un sujet qu'on va travailler, en particulier sur les bâtiments de volaille, en se disant, parce que ce que vous avez dit, on l'a en tête en termes de contraintes de nombre d'éleveurs qui diminue. Je vais pas la refaire, mais on a aussi l'info du côté des consommateurs, c'est que c'est juste le critère numéro 1 négatif, quoi, en fait. Voilà. Industrialisation égale grand bâtiment. Voilà. Et donc, en fait, le sujet qu'on va travailler, c'est de justement trouver une façon non seulement d'en parler, mais aussi de proposer des concepts de bâtiments qui permettront en fait de faire une sorte d'équation qu'on souhaite la meilleure possible, évidemment, entre la perception du citoyen consommateur, ce qu'il est capable de traduire en acte d'achat, et puis une exploitation qui soit tout ce que vous avez détaillé avant, qui vive dans son environnement compétitif à minima européen, quoi. Voilà. C'était juste pour faire la page de pub sur les prochains sujets. Voilà. J'en ai profité. Juste pour ajouter, je pense qu'aujourd'hui, on sort tellement d'indicateurs des élevages, avec tout ce qui est couprod, tout ce qui est cap 2ER, JIP et compagnie, qu'à mon avis, on sera en mesure de donner des éléments concrets pour démontrer que si on est plus grand, on n'est pas moins bon sur les critères sociétaux dont on parle. Enfin, j'espère en tout cas. Enfin, j'espère que là, je partage moins votre optimisme. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on connaît tout, enfin, on connaît beaucoup des résultats économiques. Ça freine quand même, je veux dire ça comme ça, sur les autres dimensions de la durabilité. Bon, pour moi, il y a bien-être et tout ça dans les autres dimensions. Alors, au risque que je me fasse mal voir, il y a des gens après qui vendent des indicateurs. Des fois, quand on regarde, on se dit mais comment ça a été calculé, quoi. C'est un peu surprenant. Alors, je sais bien que les chercheurs sont toujours pénibles, mais quand même, quoi. Et je pense qu'il est temps de mettre un peu d'ordre là-dedans, de telle façon justement qu'il n'y ait pas de contestation par rapport à ces 10 indicateurs dits attachés, AU, dits X attachés. Et là, Bruxelles veut faire ça, et en fait, c'est les États membres qui freinent. Hélas, ils n'ont pas de sous non plus, quoi. Oui, donc Ghislain de Wellform. Alors moi j'ai deux questions, une un peu plus polémique, vous me direz si je peux la poser, mais je vais commencer par la première qui est plus facile. Par rapport, donc ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de labels, de marques, etc., et que le consommateur dans tout ça, finalement, il est un petit peu perdu. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que parfois j'ai entendu certains intervenants dire qu'il faut plus de segmentation. Et ça me fait penser, et puis j'ai entendu aussi à l'instant qu'on était en France, un pays où il y avait une certaine diversité des élevages dans leur forme, dans leur taille, etc. Et ça m'amène à dire que ce qui est peut-être une faiblesse par rapport à la compétition, il faut peut-être en faire une force. Et ça me fait penser à la filière porcine, parce que moi je déplore toujours au niveau de la filière porcine que finalement la segmentation elle soit bien moindre que dans la filière par exemple poulet de chair ou dans la filière œuf. C'est-à-dire qu'en gros vous avez du porc standard, du porc sans antibiotiques, du porc je sais pas sans sel, et puis vous avez du porc bio. Et entre le standard et le bio il n'y a absolument rien. Voilà, et à Wellfarm, on plaide depuis des années pour qu'il y ait du porc, par exemple, élevé sur paille, élevé en plein air, etc. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Puis ma deuxième question, elle est plus polémique. Je peux la poser ou pas? Parce que comme il est tard, ça va peut-être... Tu veux la poser? Je ne sais pas si on répondra, mais... Ouais, bon, voilà. Bon, moi, j'étais un petit peu agacé. J'étais un peu agacé, peiné, enfin, par rapport à un film... des films qu'on a vus tout à l'heure, parce que je soupçonne, je me trompe peut-être, que l'éleveur avec un robot de traite était un éleveur en zéro pâturage. Je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'effectivement, peut-être que ces animaux vont à l'extérieur à la belle saison.
Et ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure dans l'intervention de Bertrand, c'est qu'effectivement, pour le consommateur, bien-être égale accès au plein air. Et je pense qu'il y a des prérequis en termes de bien-être animal et que chez les ruminants, il y a des prérequis, c'est qu'ils puissent avoir accès au pâturage. Alors je me doute que tout le monde ne va pas partager mon point de vue à ce sujet, mais je pense qu'une des responsabilités du LIT aussi, c'est d'emmener les éleveurs vers le maintien du pâturage. Je dirais même que le rôle du Crédit Agricole, je pense qu'une banque peut être engagée et doit avoir des positions. Alors c'était plus difficile pour vous, Crédit Agricole, mais il y a des banques qui, par exemple, refusent de financer l'armement, etc. Et je pense que des acteurs comme le Crédit Agricole devraient prendre position et dire nous, on ne financera que des élevages qui garantissent l'accès au pâturage pour les animaux. Voilà. Alors, on répond quoi à la première question de la polémique? Tu réponds ce que tu veux. L'éleveur de Plouganou, je ne sais pas. Non, j'ai oublié la première question, moi, déjà. Ah, la segmentation du porc. Ah oui. Bah, c'est un grand mystère. Je ne sais pas pourquoi en poulet, on a... Enfin, si, on le sait pourquoi, mais c'est qu'il y a eu des éleveurs... qui ont lancé de la belle rouge en poulet. Ça a bien permis de segmenter l'offre. En porc, on n'a jamais réussi à passer le cap. Après, il y a peut-être M. Apriou. Mais en effet, on n'arrive pas à implanter une segmentation claire et nette entre du standard et du label ou du bio. Et donc, en effet, il y a un gap prix important et qu'on n'arrive pas à échelonner. Il y en a un peu, mais non, mais il y en a, mais c'est, enfin, ouais. Mais c'est pas la saison, enfin, c'est pas le poulet, quoi. Enfin, c'est quand même. Bon, après, comme on voit, non. Ah bon? Ah si, poulet Pâques. Moi, je ne vais pas forcément essayer de répondre sur le lait, mais je vais amener une réflexion telle qu'on l'observe aujourd'hui. Aujourd'hui, en lait, on a, en tout cas pour le Grand Ouest, je vais me contenter de la région que je connais bien, on a effectivement deux modèles d'élevage qui se développent en parallèle. On a un modèle d'élevage plutôt d'intensité ou d'intensification moyenne avec une recherche d'autonomie fourragère sur l'élevage. Donc des gens qui vont être à 8-9 000 litres, entre 7 et 9 000, j'allais dire, qui vont chercher à être très autonomes et avec des coûts alimentaires très faibles. Et du coup, mécaniquement, comme il y a une partie importante de pâture, plutôt des salles de traite. Et de l'autre côté, des systèmes plus intensifs du point de vue alimentaire et production, qui vont passer les 12 000 litres par vache, avec des robots de traite, souvent pour des questions aussi de confort de travail, d'attractivité pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, la tendance est très clairement dans ce sens-là. La réalité aujourd'hui de l'évolution de la production laitière telle qu'on l'observe, elle est plutôt dans ce sens-là, pour les deux raisons. Une raison de revenus et une raison d'astreinte et de confort de travail des exploitants. Une fois que j'ai dit ça, y a deux façons de faire. On ne le regarde pas et on dit non, nous, il n'y a que ceux-là qui nous intéressent, puis on fait comme si les autres n'existaient pas. Où on se dit que, en l'occurrence, c'est d'ailleurs une grosse partie de la façon dont évolue l'élevage laitier en Europe et ailleurs. Est-ce que du coup, il faut le regarder en disant comment on peut rendre ces élevages-là pareil, performants en termes de bien-être, y compris avec tous les éléments particuliers au comportement d'un ruminant. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de travail. C'est un vrai sujet de travail. Et la profession, jusqu'à il y a encore quelques temps, disait mais finalement le ruminant n'est pas concerné par le sujet bien-être parce qu'il pâture naturellement. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet à travailler. Mais je ne pense pas qu'on pourra dire que le système dominant de demain sera un système purement herbagé. En tout cas, ça sera une énorme inversion par rapport à la tendance actuelle. Et je n'apporte pas de réponse, je dis qu'il y a un sujet. Voilà. Alors moi, j'ai juste une petite expérience personnelle parce qu'il y a 15 jours, j'ai visité une exploitation avec un robot de traite.
Et en effet, j'avais plutôt une vision en se disant robot de traite, ça simplifie la vie de l'éleveur, etc. Et en discutant avec l'éleveur, en effet, il est plutôt pâture quand même, mais j'ai été impressionné par la technicité qu'il avait avec son robot de traite et ce que ça lui permettait d'anticiper auprès des vaches en termes de mesures, d'indicateurs. Et elle m'a dit, enfin l'éleveuse me dit, bah, je traite plus, j'ai plus eu un antibiotique depuis que j'ai eu mon robot de traite, parce qu'elle anticipait. Elle faisait de l'acupuncture. Enfin, elle avait développé d'autres paramètres qui permettaient de travailler le bien-être animal. Donc je pense qu'en effet, c'est une vraie opportunité. Après, il y a le sujet en effet de l'accès à l'herbe, qui est une vraie problématique. Mais moi, je regarde différemment maintenant la partie robot de traite, parce que je pense que c'est un super outil d'aide pour les éleveurs. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on doit communiquer auprès du consommateur. Vous dites robot de traite à des consommateurs, c'est une machine, machin, elle va se faire traire tout le temps, machin, c'est l'horreur. Et en fin de compte, je pense qu'il y a des vrais points positifs qu'il faut qu'on arrive à valoriser auprès du consommateur pour que ce soit accepté, quoi. Et de sortir de l'image d'Épinal avec la salle de traite, parce que je suis pas sûr que les éleveurs observent beaucoup plus leurs vaches dans une salle de traite qu'avec un robot de traite. Et je vais en profiter. Tu voulais dire quelque chose, vas-y. Je voulais juste rajouter un point dont Ghislain est bien sûr informé, puisqu'on travaille avec le CNIEL. Et on a, il y a maintenant un petit moment, 4 ans, signé un document qui montre que l'interprofession souhaite s'engager sur la réduction du développement du zéro pâturage. Parce que malheureusement, c'est en effet un développement qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Et qui nous fait perdre par là même un certain atout des productions françaises qui, même si elles sont très hétérogènes, ont des atouts. Et justement, peut-être que ça fait partie des atouts à valoriser, on l'espère. On a identifié des leviers, on continue d'y travailler. Mais clairement, c'est un objectif pour la filière qui est compliqué à finaliser, à mettre en œuvre. Et ces leviers, il faut y revenir très régulièrement pour essayer de les travailler, mais on voit que c'est vraiment un point de difficulté, la mise en œuvre réelle de cet engagement qui était probablement sur une tendance déjà bien engagée, mais qui s'accentue clairement, on l'a vu avec le dernier recensement. Et quand on fait un début de réponse aussi, quand on fait une vidéo LIT ou STRL sur du robot, c'est pas une promotion en fait. On met au débat des pratiques qui sont réelles, dans lesquelles il y a un souci d'amélioration du bien-être animal. Et comme disait Christophe, on aurait tort de ne pas regarder, parce qu'on sait et on entend qu'il y a beaucoup de projets de demain qui sont construits autour de cette façon de produire. Donc on met là l'information à disposition du débat et de la discussion. Comment est-ce qu'on positionne, ou comment est-ce qu'on se positionne, ou comment on travaille ce sujet-là dans ce type de système. Voilà, donc Jennifer, j'ai oublié le prénom de l'éleveur de Plouguenou, mais... Hein ? Vas-y. Toi qui... C'est vrai. Donc David n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'était l'éleveur où on a quand même passé la vidéo. Donc pour venir compléter un petit peu ces informations, effectivement, ces vaches taries sortaient au pâturage, mais lors de la production, elles étaient en intérieur. Mais malgré ça, il m'a expliqué qu'il y avait quand même une bonne activité du fait du système très ouvert en fait en interne, où les vaches circulaient et elles passaient encore plus au robot qu'en temps normal, ce qui fait qu'elles sont assez mobiles. Donc il a vu peu de changements en tout cas au niveau de la mobilité, et avec tous les indicateurs qu'il a reçus grâce au capteur auquel les vaches avaient un collier individuel, il a aussi vu que au niveau de la production, du bien-être, du comportement, il n'y avait pas grand changement. Maintenant, c'est son recul à lui sur depuis janvier, donc les 9-10 derniers mois, donc ça mérite peut-être une étude un peu plus approfondie. Voilà. Merci Jennifer. Et juste pour rajouter ça, ce point-là, dans le lit, ce qu'on avait écrit au début, enfin je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, nous, le travail, c'est sur l'ensemble des éleveurs. Voilà. Et moi, je ne connais pas cet éleveur-là. Il y a beaucoup de systèmes, les systèmes sont très diversifiés. On a des systèmes optimum, sans doute, vers lesquels on veut aller, mais tout le monde ne peut pas aller. Et s'il faut faire, on fait aussi progresser, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour faire progresser je crois qu'on avait dit la masse un jour, mais ça ne plaît pas le terme, mais en fait, c'est ce terme-là quand même qu'on veut adapter. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante avant de prendre un peu l'air et puis de se proposer le cocktail ? C'est la dernière question brûlante.
courtes, synthétiques, tout ça, tu sais. Bonjour à tous, Caroline Houlaine d'Atout Élevage. Moi j'avais une question étiquetage. On a beaucoup parlé de couleurs, de lettres et tout ça. On voit sur un certain nombre de produits des photos avec un éleveur qui montre un sens du travail plutôt positif, des animaux dans un certain environnement et qui paraissent confortables. Donc ça cocherait pas mal de cases visuelles pour un acheteur. On sait que beaucoup de décisions sont prises sur l'émotionnel. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça a généré sur ces expériences déjà en termes d'achat, comportement d'achat? C'est toi, Camille. Comment mesurer ça, monsieur le scientifique? Non, mais c'est tellement multicritère. Après, je pense que c'est les promesses qu'il y a derrière. Enfin, c'est vraiment, faut pas que ce soit du vent. Mais c'est clair que oui, il y a une vraie appétence. Quand un produit met en avant un agriculteur ou autre, c'est clair que ça attire et que ça fonctionne bien. On va pas se le mentir. Après, il faut vraiment qu'il y ait une histoire derrière et que ce soit du réel. Donc il y a encore des interrogations autour de ça. Certains clients disent mais c'est un acteur derrière. Enfin, c'est pas la vraie photo de l'agriculteur. Donc si. Et nous, on va aller même plus loin, c'est qu'on va mettre en avant les patrons de magasins avec les producteurs. Donc on pense qu'il y a une vraie... Parce que je pense que ça personnifie vraiment le produit, qu'il faut qu'on arrive, sur les produits bruts, à sortir de cette notion de produit marketé, avec que des petits logos dans tous les sens, faire le sapin de Noël. Il faut redonner du sens au produit et de valoriser l'histoire qu'il y a derrière le produit avec l'éleveur. Donc je pense qu'en effet, pour moi, c'est une solution. Après, est-ce que ce sera la seule, je ne sais pas. Mais ça permet de se différencier et de donner une clé de lecture auprès du consommateur et de se dire, tiens, en effet, je n'achète pas une cuisse de poulet, j'achète une cuisse produite par un éleveur qui est en France. Et c'est, je pense, là le sujet qu'il faut qu'on arrive vraiment à ancrer et à valoriser. On arrive à la fin. J'ai vu que Welfare m'a provoqué, alors je vais faire pareil. Je pose un sujet politique. Il faut vraiment que tout le monde ait en conscience que le modèle de production agricole qui est en train de se développer en Europe, c'est un modèle sans agriculteurs. Je répète ce que je viens de dire. Quand vous êtes en Ukraine, il n'y a pas d'agriculteurs. Il y a des entreprises agricoles, mais il n'y a pas d'agriculteurs. Enfin, MHP, c'est 550 000 hectares. C'est pas un agriculteur, Yuri Kosiuk. C'est un chef d'entreprise. Il a des activités agricoles. Le mouvement d'intégration de l'amont par l'industrie est en cours. Quand vous allez en Espagne, une partie de la production porcine, elle n'est pas entre les mains des agriculteurs, elle est entre les mains d'industriels. En Pologne, aujourd'hui, une partie de l'élevage est en train d'être intégrée par les industriels. Donc derrière un de nos combats, c'est aussi de maintenir des agriculteurs indépendants, chefs d'entreprise chez eux, et croyez-moi, ça sur les 10 ans qui viennent, ça va être un vrai combat. Et il va falloir qu'on trouve le bon équilibre entre tous les sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui, la volonté qu'on a de créer cette différence, parce que c'est elle aussi qui a de la valeur par rapport au marché, et la compétitivité et le niveau de prix qui fait qu'à la fin, le consommateur ne va pas se détourner de ce qu'on lui propose pour aller acheter un produit ukrainien ou polonais. Donc là, il y a un vrai sujet sur... oui, moi je rêverais d'avoir l'exploitation de ma grand-mère dans le Morbihan avec 3 vaches. Mais je sais que c'est pas possible. Est-ce que derrière, j'assume l'exploitation à 250 vaches laitières avec des robots? Et à quelles conditions? Entre le modèle qui permet de pérenniser économiquement l'exploitation, d'avoir un jeune qui accepte de venir et de travailler, de s'investir, et puis ce que j'ai envie de porter en matière de bien-être animal et d'environnement. Quand je disais tout à l'heure, on a devant nous à réinventer quelque part l'agriculture, en fait c'est tout ça qui est devant nous. On a un énorme chantier, et ne considérons pas comme acquis le modèle d'agriculture reposant sur des agriculteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Ok, je propose qu'on arrête. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc c'est le cocktail, c'est maintenant. Merci beaucoup.